J'appelle à me rejoindre le groupe de panélistes suivants. Philippe Amedro, donc maître d'enseignement et de recherche au Media Lab de l'Université de Genève. Rémi Chetla, rédacteur en chef du quotidien Jurassien. Stéphane Estival, président de Médias Suisse et membre du conseil d'administration du groupe ESH Média. Michel Jotran, rédacteur en chef du journal La Côte. Et enfin Sylvie Gardel. Où est Sylvie? Oui, Sylvie Gardel, rédactrice en chef adjointe de 7 MOOC. Effectivement, alors, messieurs et Sylvie, je vous laisse vous partager les 3 tables. Je vous laisse vous mettre de manière assez proche des tables, comme ça, on vous voit bien sur les caméras et en ligne. Voilà, peut-être Sylvie, voilà, viens près de moi. Voilà, ok. Merci, voilà, parfait. Bonjour Sylvie. Alors là, la presse écrite, vous le savez, on vient aussi de le voir avec l'NZZ, fait sa mue, de gré ou de force, et se lit désormais autant, voire davantage, selon les titres de presse sur support numérique que sur papier. Avec quelles conséquences et réactions? Ce que nous avons envie aujourd'hui d'entendre de la part de nos panélistes et de votre part lors du moment d'échange. Donc avec quelles conséquences et réactions pour ces journaux, tant du lectorat, pour les annonceurs, les imprimeurs, en gros tout l'écosystème de la presse écrite. Où en est-on exactement de cette transition numérique? Comment ne pas perdre le lectorat et certains annonceurs qui préfèrent encore le papier? En parallèle, on constate que le papier n'a pas dit son dernier mot, et puis si la plupart, l'immense majorité des nouveaux médias qui se créent sont de pure players, de nouveaux types de magazines imprimés font du support papier une valeur ajoutée absolument exemplaire. Alors, Michel Jotran, dans votre activité, quelle part, je dirais, actuelle des activités papier numérique, où en êtes-vous de cette transition du numérique? Comment elle est vécue? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, à l'oreille de l'année 2025? Bonjour à tous déjà. Oui, alors, nous, il faut déjà expliquer, donc La Côte, c'est un quotidien, on fait partie du groupe ESH, et grâce à ça, on a en fait un développement numérique qui est vraiment performant. On a un e-paper, on a une application, on a tout pour bien faire sur le numérique et une vraie volonté de le développer. Reste que actuellement, on a en fait 32% de nos abonnés qui sont pur papier, 40% qui sont papier et numérique, et 28% seulement qui sont que numérique. Donc on a presque 3/4 de nos abonnés qui reçoivent encore du papier. Et puis, en plus, on se rend compte en fait que les gens qui viennent sur notre numérique lisent presque, majoritairement l'e-paper. Donc ça relativise un peu, malgré tous nos efforts, il y a encore un vrai intérêt pour le produit journal, j'ai envie de dire. Mis en page. Avec une hiérarchie, avec une fin. Et voilà, alors, pourtant, l'offre, elle existe, hein. Mais on se rend compte qu'il y a encore un vrai intérêt. Et puis, d'un point de vue commercial aussi, on fait 87% de notre chiffre d'affaires commercial sur ce qui est le journal, donc papier et e-paper, et seulement 13% sur le numérique. Donc, on est encore terriblement dépendant du papier, je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Même question pour Rémi Chetla, je passe la parole à un autre rédacteur en chef dans Média avec une histoire écrite extrêmement forte. Donc Rémi Chetla, où en êtes-vous? Même question qu'à M. Jotran. C'est un peu la même situation, encore plus fort, puisque près des 3/4 de nos abonnés sont des abonnés papier pur. Si on ajoute ceux qui sont en premium, c'est-à-dire qui ont le papier plus le numérique, on arrive presque à 9 sur 10. Et il n'y a guère que les gens qui se plaignent de la distribution postale, qui voyagent beaucoup ou qui ont un budget un peu restreint, qui s'abonnent au numérique. Donc de loin et de très loin, les journaux régionaux tels que le quotidien Jurassien ont encore besoin du papier pour vivre. D'abord pour répondre aux demandes de ces abonnés, de ces annonceurs aussi, c'est important, puisque sans le papier, ça sera quand même compliqué pour des titres de la presse régionale de gagner ce que le papier leur rapporte maintenant. Et le plus grave serait, à mon sens, même s'il devait mourir un jour, qu'on enterre le papier pendant qu'il est encore vivant.
Alors, Stéphane Estival, vous avez une vue d'ensemble, à la fois en tant que président de Médias Suisse et puis avec un long historique au sein du groupe ESH Média. Est-ce que Rémi Chetla et Michel Jotran sont représentatifs de la situation globale? Quel est votre point de vue sur l'état actuel de la transition papier numérique pour les journaux régionaux locaux? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Alors, bien évidemment, je vais confirmer ce qu'ont dit Michel et Rémi. Ils sont révélateurs. Et ils sont révélateurs d'une situation qui, justement, fait toute la force et la faiblesse de la presse régionale. Parce que, pour compléter un peu ce qui a été dit, la transition digitale, par exemple, au niveau du groupe ESH Média, on l'a entamée dès 2010. Dès 2010, on a créé nos plateformes mobiles, nos plateformes web, et on a débuté cette transition digitale. On l'a même accéléré, alors je ne sais plus exactement quand, en 2015-2016, on est passé en digital first. C'est-à-dire que les rédactions du groupe ESH Média fonctionnent quasiment comme des rédactions de pure player. Les rédactions travaillent d'abord et exclusivement pour produire un contenu qui est diffusé au fil de l'eau, selon des horaires que pourrait vous expliquer bien précis pour toucher le lecteur, que pourrait vous expliquer Michel. Mais on produit digital first et on produit digital. Donc on a mis toute une organisation en place pour être un pure player. Le problème, c'est ce qu'a relevé Michel, c'est que finalement, nos lecteurs digitaux nous lisent majoritairement à travers le e-paper. Donc vous voyez qu'on engage des moyens, des investissements, mais qu'aujourd'hui, on voit que tout ça, alors certes, ça a un avantage, ça nous permet d'acquérir, d'aller chercher et de rajeunir le lectorat, mais ça coûte très cher et ça sert quand même avant tout à une consommation qui reste classique. Première chose. Mais certes, mais il n'y a pas besoin d'imprimer. Il n'y a pas besoin d'imprimer un e-paper. Oui, mais comme le disaient aussi Rémi et Michel, on a encore environ 70% de nos abonnés qui ont une offre papier. Et cette offre papier, on doit la maintenir absolument. Pour deux raisons, parce que d'abord, elle est attendue par nos abonnés. Et puis la deuxième, c'est que le 95% de nos revenus publicitaires, ils se font sur le papier. Et ça, c'est pas parce qu'on est en retard sur cette transition, c'est parce que les marchés locaux publicitaires qui représentent 75%, même un peu plus, mettons 80% des revenus publicitaires, utilisent encore le papier. Et puis pour être franc, ça nous va très bien. Pourquoi ? Parce que un investissement, une page de pub dans le Nouvelliste, ça vaut plus cher qu'un whiteboard sur le site du Nouvelliste. Donc on reste extrêmement dépendant du papier. Maintenant, il est clair que cette dépendance, on en parlera plus tard, cette situation, cette dépendance, ça va évoluer. Pourquoi les annonceurs, ou une partie des annonceurs, préfèrent encore voir leurs annonces imprimées? Parce que déjà, on offre des performances à travers l'édition papier qui sont excellentes. Le taux de pénétration du Nouvelliste ou de la Côte sur leur marché, je vais prendre l'exemple du Nouvelliste, tu m'en voudras pas, c'est près de 60% de la population qui a plus de 17 ans, je crois, Mac Basic, qui lit le Nouvelliste. Donc, première chose, une pénétration, donc une performance publicitaire extrêmement forte. Deuxième chose, un environnement. Le papier offre un environnement pour l'annonceur qui est extrêmement valorisant. On sait très bien que ce n'est pas tout à fait la même situation pour le digital. Puis troisième chose, pour le dire aussi, il y a un côté habitude qu'on entretient, voilà. Mais cette habitude, elle ne persisterait pas si les annonceurs n'étaient pas satisfaits
du retour sur investissement qu'ils ont à travers leur communication majoritairement dans le papier, dans un titre comme le Nouvelliste. Sylvie Gardel, vous êtes rédactrice en chef adjointe de 7 MOOC. C'est un cas particulier, c'est un MOOC. C'est donc, vous avez choisi la voie royale du papier. Un MOOC aujourd'hui ne se conçoit encore et toujours pas sur papier de manière privilégiée, même si évidemment que vous avez développé un site, une offre numérique. Mais quel est aujourd'hui le positionnement de 7 par rapport au papier ? Alors bonjour à tous d'abord. En fait, l'origine, c'est on est un site web d'abord, on est web first. Mais tout ce qui est, enfin la majorité de ce qui est publié sur notre site est publié sur papier, soit sous forme de MOOC, comme tu l'as dit, ou de cahiers, ou de livres, ou de coédition, ou d'exposition. Donc pour nous, on ne fait pas vraiment de différence. D'ailleurs, nos abonnements, c'est un combo. C'est web et MOOC. On a bien sûr un abonnement digital, mais à côté du nombre d'abonnés globaux, c'est assez insignifiant. Je rejoins ce qui a été dit avant. Premièrement, au niveau publicitaire, nous, on a un paywall. Donc, forcément, au niveau publicitaire, c'est extrêmement compliqué. On ne peut quasiment pas en faire. Et le papier reste un support que les annonceurs, aujourd'hui, privilégient toujours. Maintenant, nous, on a des histoires, enfin, on ne fait pas d'actualité, on écrit des histoires qui sont extrêmement longues. Et pour beaucoup de nos lecteurs, en tout cas pour les retours qu'on a, c'est évidemment plus aisé de lire sur papier que sur Internet. Parce qu'on peut poser le MOOC au bord de sa table de chevet, sur la table du salon, le prendre en vacances. Sur Internet, on ne retrouve pas forcément où on en est, etc. Il y a aussi une praticité par rapport à ce que nous, on fait, qui est peut-être qui est particulière. Alors, MOOC, on le rappelle, c'est cette contraction de magazine et book, donc qu'on a vu apparaître 15, voire 20 ans aux États-Unis, une dizaine d'années ici, où on est en fait ce segment du MOOC qu'on disait porteur d'avenir. Est-ce que c'est toujours un marché de niche, comme je sais pas, le vinyle par rapport à la musique digitale, où on est ce segment du MOOC pour ce qui concerne l'activité de cette MOOC? Alors, ce segment a effectivement explosé, en tout cas en Europe, il y a une quinzaine d'années. Et en Suisse, nous, on s'est lancé il y a 10 ans, on était les premiers. Il y a eu plusieurs initiatives qui ont suivi. Et aujourd'hui, c'est un secteur qui est en grande difficulté, en très grande difficulté. Il y a des nouvelles, il y a toujours des nouveautés qui sortent, et c'est très bien parce que ça renouvelle l'horizon, le paysage. Mais c'est vrai que sur la quantité qu'il y en avait il y a une quinzaine d'années, je pense qu'on a perdu la moitié des publications. Manque d'intérêt ou modèle économique trop compliqué? C'est un modèle économique qui est assez compliqué, oui, qui est complexe. Il faut trouver son public. C'est un marché de niche, donc de toute façon, ce n'est pas un marché grand public, je dirais. Et il faut effectivement trouver son public, mais on voit même aujourd'hui des revues comme 21 qui sont une des premières qui est sortie en France et qui se retrouvent dans une situation financière très délicate et malgré en plus des subventions, parce qu'en France c'est pas comme ici. C'est vrai que c'est délicat parce que voilà, ce type de produit s'adresse à des gens qui ont le temps de lire ou qui prennent le temps de lire. Eh ben oui, c'est pas, tout le monde n'a pas cette disponibilité-là ou cette envie-là. Philippe Amedro, vous qui suivez cette transition numérique, cette bascule vers le numérique, où en est-on aujourd'hui à votre avis et pourquoi est-ce que le papier n'a peut-être pas dit son dernier mot ou pas encore? Alors je ne sais pas s'il a dit son dernier mot, mais en tout cas l'année 2024 n'est pas une série d'annonces positives, puisqu'il y a déjà l'annonce de 2 fermetures d'imprimeries conséquentes pour les groupes Ringier et TX Group, ce qui signifie qu'il y aura quand même probablement un phénomène de concentration qu'il va falloir accompagner, en tout cas par le secteur public, je pense aux autorités politiques et cantonales notamment, puisqu'on a quasiment un abandon pour l'instant de la Confédération dans la matière dont on devrait suivre la transition numérique. N'oubliez pas qu'il y a eu un choc en 2022 qui a été le renoncement à la loi sur les médias électroniques, ce qui est à mon avis un énorme rendez-vous manqué pour les médias de presse écrite,
imprimée et digitale. L'autre chose, c'est qu'on a une presse d'information généraliste. Or, si je prends la NZZ avec l'exemple qui nous a été proposé tout à l'heure par M. Journeau, on a affaire à ce qu'on appelle un bien de club qui a d'abord basé sa réflexion sur ce que j'appellerais une stratégie du modèle éditorial. Or, les autres médias, y compris locaux, régionaux, de groupes qui ne sont pas forcément de TX Group, sont tous dans une réflexion de stratégie, soit de réduction des coûts, soit tarifaire, positionnement par le prix, abonnement ou publicitaire, sauf que le prix publicitaire n'est plus maîtrisé aujourd'hui par les locaux, mais par les GAFAM. Donc de toute manière, là, la clause, elle est perdue sur le plan numérique. Puis la troisième chose, c'est la diversification. Or ça, c'est intéressant. Monsieur Journeau a dit quelque chose sur la structure du groupe, où on voyait que les petites annonces, en tout cas certaines entreprises créées par le groupe NZZ, ont permis un transfert de fonds vers la rédaction. Or, une des caractéristiques, par exemple, de TX Group, c'est la création de silos où une entreprise qui gagne de l'argent avec les petites annonces numériques ne va pas mettre de l'argent dans la rédaction. Donc, en gros, c'est ce fonctionnement en silo, ce n'est pas le cas de la NZZ, et ça je trouve très intéressant parce que ça pourrait être une des réflexions à venir, à savoir comment soutenir la transition numérique, sachant que certains gagnent et que d'autres perdent, alors que fondamentalement ceux qui perdent aujourd'hui, ce sont ceux qui ont permis la création de ces entreprises numériques d'aujourd'hui. Donc il y a au fond une réflexion, je dirais même éthique, de savoir comment on doit financer la presse écrite et le journalisme d'aujourd'hui. Mais est-ce qu'à votre avis, les médias, et je passerai tout de suite la parole à Stéphane, mais est-ce que les médias aujourd'hui en Suisse romande ont-ils une stratégie de basculer à X années vers le numérique, ou est-ce que la stratégie, c'est de conserver les deux en parallèle avec des ratios différents le plus longtemps possible? Alors si on se place du côté de l'offre, c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire vraiment une stratégie d'accompagnement de la bascule des habitudes de lecture du print vers le numérique, ce qui implique énormément de coûts en termes de marketing, de sensibilisation, etc. Sauf que je dirais que c'est presque de l'argent jeté par les fenêtres, c'est le tonneau des Danaïdes, parce que les jeunes générations aujourd'hui sont même à se demander s'ils doivent encore consommer du journalisme. C'est-à-dire que la question, elle est déplacée. On n'est plus dans un même contexte où on croit qu'on veut pouvoir accompagner les gens d'un produit médiatique papier vers un produit médiatique numérique. La question, c'est est-ce que le journalisme est encore aujourd'hui utile pour les jeunes utilisatrices, utilisateurs de réseaux sociaux? Est-ce qu'ils savent encore connaître la source émettrice du contenu qui n'est pas le même si ça provient des GAFAM ou d'une marque média comme NZZ ou Le Temps ou que sais-je? Et ça, c'est le vrai problème générationnel, c'est le changement d'usage, changement des habitudes. Là, je pense que c'est un boulot qui relève plus de l'accompagnement par l'instruction publique, la formation des jeunes contre les fake news, contre au fond l'anonymisation des contenus qu'on découvre sur les réseaux sociaux. Et là, peut-être effectivement le print, la semaine des médias qui aura lieu au mois de février prochain, on doit pouvoir amener les jeunes à comprendre ce que c'est qu'au fond un produit médiatique grâce au journal papier. Stéphane Estival. Oui, non, je voulais juste peut-être réagir si Philippe me le permet. Moi, je trouve que la stratégie éditoriale des titres régionaux est globalement similaire à celle de la NZZ, de ce qu'a expliqué Étienne Journeau tout à l'heure. On a bien compris que l'avenir, c'était avant tout le marché lecteur. On a bien compris qu'aujourd'hui, on était en concurrence avec une offre de contenu qui est qualifiée souvent d'obèse information. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Trop d'informations. Et qu'on cherche à faire de l'information de qualité qui entraîne, pour répondre à la question de Marie, qui entraîne de la conversion, de l'achat d'abonnements. On est sur la même stratégie. Et d'ailleurs, la presse régionale a à peu près les mêmes chiffres que la NZZ, puisque si j'ai bien compris, Étienne Journeau tout à l'heure disait 20% de papier et 80% de numérique. Mais si dans la question, dans la réponse qu'il a donnée à la question, les 80% tiennent compte à la fois des abonnements purement numériques et des abonnements que nous on appelle premium, papier plus numérique. Michel a dit quoi tout à l'heure? 72%, on est en moyenne dans ces eaux-là. On est globalement dans la même stratégie. Il faut engager le lectorat, il faut aller chercher, et là je vais compléter aussi avec un angle un tout petit peu différent. Notre problématique, ce n'est pas les gens qui ont 25 ans, je suis désolé de dire ça. C'est les gens qui ont 40, 45 ans.
Parce qu'il faut aussi être clair, nos lecteurs moyens, ils ont aujourd'hui... quel âge tu as? Alors, ils ont, mettons, 55 ans. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, notre stratégie éditoriale, portée par le digital, elle consiste à aller chercher les gens qui ont 40 ans. Les gens qui ont 25 ans, c'est pas qu'ils ne nous intéressent pas. C'est un problème d'éducation, c'est un problème sur le long terme. Mais la stratégie éditoriale pour engager sous forme d'achat d'abonnements des nouveaux lecteurs, c'est sur les 45 ans. C'est là où on voit qu'on a un bassin ou un potentiel de croissance. Juste une chose. Mais avec ou sans papier, finalement, ça ne joue pas de rôle. Ce qui va se passer, les tendances et les projections chez nous, c'est de dire on est sur un rythme de progression de l'abonnement des abonnés du portefeuille digitaux de l'ordre de 10% par an. Et on est sur un rythme de décroissance, je ne sais pas si Rémi et Michel confirmeront, de décroissance des abonnements print, qu'ils soient premium ou print only, de l'ordre de 5%. Donc les courbes, c'est ça. Quand vous projetez ça sur plusieurs années, vous apercevez qu'on va encore décroître pendant 2-3 ans et qu'après, si on arrive à maintenir, je dis bien, si on arrive à maintenir la croissance de 10% sur les abonnements digitaux, on va inverser les courbes. Et là aussi, je trouve que lueur d'espoir, et nous, on a cette conviction au sein du groupe ESH Média, c'est qu'on va réussir on doit réussir à inverser la décroissance du portefeuille d'abonnés grâce à la transformation digitale et à la croissance qu'on a de l'ordre de 10% par an sur les abonnements digitaux. Excusez-moi, j'étais un peu long. Mais surtout, en papier, on n'est pas obligé d'imprimer uniquement son journal quotidien. C'est-à-dire, j'aimerais vous entendre sur quel type de produit de presse, aujourd'hui, est-ce que le papier a du sens ou même on aura encore plus ces années à venir? Quel type de suppléments, de produits de presse venant de vos rédactions spécifiques? Rémi Chetla et Michel Jotran. Alors, bon, déjà, peut-être pour rebondir sur ce qu'a dit Stéphane, on se rend compte, effectivement, nous, une des principales causes de désabonnement des abonnements papier, c'est les décès. C'est des gens qui, en fait, voilà, ça en dit long sur le... Mais on se rend compte aussi qu'au niveau de l'abonnement premium, il y a aussi des gens qui... Enfin, pour l'anecdote, je discutais hier avec notre directrice du marché lecteur qui nous disait qu'elle a eu contact avec un jeune couple qui s'abonnait au papier pour pas que les enfants les voient scroller sur leur téléphone portable. Ah bah ça, c'est un argument. Donc montrez l'exemple. Voilà, exactement. Donc c'est peut-être un sujet à creuser. Mais en fait, pour nous, on n'a pas vraiment de nouveaux produits. On a créé des magazines Go 2050, enfin des choses ou Silver. Donc des choses qui sont plutôt sur des marchés spécifiques qui sont mis intégrés ou encartés dans notre journal. Mais c'est vrai que c'est pas non plus forcément la tendance. On essaye de trouver des nouveaux produits et ils sont toujours aussi accompagnés d'un site internet ou de publications web. Mais voilà, en fait, on va pas aller contre l'avis de nos lecteurs. Ce qu'on constate aussi, c'est que parmi les gens qui quittent le papier, il y a beaucoup, en fait, il y a, je crois, 20% qui changent d'abonnement, qui vont vers le numérique, et ils sont poussés par la distribution. Parce qu'on a un vrai gros problème de distribution. Alors c'est peut-être ça qui va, au final, pousser les gens à aller sur le numérique, mais pour l'instant, c'est vrai que le papier souffre presque plus de la distribution que d'autres choses. Oui, Rémi Chetla, sur ce sujet, alors les imprimeries ferment, gros problème de distribution. Est-ce que finalement vous n'allez pas être forcé à accélérer une transition que même vos abonnés ne souhaitent pas? Ça serait le plus grave pour nos abonnés papier que voilà, la concentration des centres d'impression et une incidence négative sur l'avancement des heures de bouclage, par exemple. Avec un avancement des heures de bouclage, on va réduire le contenu du papier, donc l'intérêt pour les gens
On ne vend pas du papier blanc, on vend du papier avec des informations dedans. Et c'est ça qu'il faut. Si on veut vendre du papier, il faut que les journaux restent étoffés. Dans le cadre de la transition numérique du quotidien jurassien, un des objectifs, c'était, grâce au numérique, gagner les abonnés qu'on perd en papier, qui effectivement sont tous des gens qui nous quittent pour l'au-delà, pour le principal. Mais c'était surtout de ne pas, déshabiller le papier, de conserver, de continuer à faire un journal papier qui doit ressembler à celui qu'il y avait avant la transition numérique. Et c'est le seul moyen, en tout cas pour les titres de la presse régionale tels que le quotidien jurassien, de continuer d'exister. Et ce qui se passe maintenant au niveau des centres d'impression, alors nous on a notre propre active. Ça ne nous inquiète pas moins, parce que dès le moment où les journaux papier auront moins de contenu, ils auront moins d'intérêt. S'ils ont moins d'intérêt, il y en aura moins, ça va accélérer la transition digitale. Gentiment, une fois, quelqu'un tirera la prise et, projettera tout le monde dans le gouffre, avec la Poste qui sera très contente d'arrêter de distribuer le courrier tous les jours. Et c'est ça qui inquiète. Et c'est en cela que, pour le quotidien jurassien, on pourra peut-être toujours continuer d'imprimer notre journal à Delémont, mais on n'aura peut-être plus la Poste pour le distribuer tous les jours. Oui, Stéphane Estival, et puis après je passe la parole à Michel Jeanneret pour une réaction. Oui, mais tu as tout à fait raison. Ce qui se passe aujourd'hui sur l'impression avec les fermetures annoncées de deux centres d'impression chez Tamedia, c'est un vrai problème parce que ça veut dire que baisse des capacités, donc risque d'augmentation des prix d'impression, encombrement du prime time. Donc ça, et on le voit déjà dans des discussions, dans des réflexions chez des éditeurs. Donc ça, c'est un vrai risque d'accélération d'une transformation digitale qui doit se faire au bon rythme. Parce que sinon ça va être la catastrophe. Et puis le problème de la distribution, les coûts de distribution postale ont augmenté de 65% entre 2020 et 2023. Et les coûts de distribution par portage aussi. On sait bien parce que c'est des frais fixes et quand les volumes baissent, les prix augmentent. Et puis aussi parce que l'aide à la presse a baissé. Et là... Et donc on a eu un effet pas kiss, pas cool. Les tarifs de la Poste ont augmenté et l'aide à la presse ramenée à l'exemplaire a baissé. 65% d'augmentation. C'est pour ça que ces jours-ci, vous connaissez à chaque fois je dis ça, il y a des discussions au Parlement sur l'extension de l'aide indirecte à la distribution. C'est indispensable. On n'est pas suraidé. La presse, en moyenne, le niveau de couverture des frais par des aides fédérales, c'est 5%. 5%. Le niveau d'aide est extrêmement faible. Les aides à la presse ont baissé sur les 10 dernières années. On avait 100 millions, aujourd'hui on n'a plus que 35 millions. Donc on va droit dans le mur, et d'autant plus que les prix augmentent. Donc ces aides sont indispensables, et j'espère que hier, il y a eu une réunion de la Commission Transport et Télécommunications des États. J'espère qu'il en sera sorti de bonnes nouvelles. Je propose déjà d'élargir la discussion à la salle. Michel Jeanneret. Oui, merci beaucoup pour ce débat très intéressant. J'ai deux questions, une pour Stéphane et l'autre pour Rémi et Michel. Peut-être pour les deux rédacteurs en chef, une première question un peu d'ordre sociologique. Est-ce que vous avez le sentiment, vous parliez de cette génération de 40-45 ans, est-ce que vous avez le sentiment de manière générale qu'il y a dans ces générations-là un peu une désaffection, ou plutôt un attachement moindre à la notion de proximité, de local, de l'intérêt pour la locale? Est-ce que ça c'est un enjeu? Quand je vais au marché de Nyon par exemple, ça parle anglais. Alors évidemment, la population, elle a cru aussi au-delà de la population anglophone, bien évidemment. Mais je me pose la question de savoir si le lien qu'on nourrit avec sa région, vraiment de proximité, est aussi fort dans ces générations-là. Je n'ai pas d'avis personnel, je vous entendrai volontiers. Et puis, pour Stéphane, tu parlais des courbes qui se croisent, effectivement. Alors, il y a la question des revenus qui sont produits par l'abonnement, c'était, je crois, ce que tu évoquais, si j'ai bien compris. Il y a aussi, évidemment, les courbes qui se croisent au niveau des revenus publicitaires. Donc, au milieu du croisement de ces courbes, il y a une zone de difficulté financière, puisqu'on sait, et tu l'as souligné, qu'une pub imprimée vaut plus qu'un banner sur un site Internet. Est-ce que ton groupe a les reins suffisamment solides pour tenir dans le creux de la vague avec une offre qui soit forte, et puis qu'on en ressorte avec...
pour reprendre ce que disait Étienne, des journaux qui peuvent séduire, convaincre, ou je ne sais plus les termes qu'il a employés. Voilà ces 2 questions. Merci. Alors, là... Je vais peut-être répondre, oui. Puisque je vais aussi au marché de Nyon. Et puis, puisqu'on habite la même région. Donc, effectivement, mais je connais aussi des anglophones. J'ai un bon pote anglais qui est très content d'être abonné à la côte parce qu'il s'intéresse. Mais ta question est tout à fait pertinente parce que c'est vrai. Et c'est surtout vrai dans la région de Nyon, qui est proche de Genève, internationale, où il y a énormément de gens de pendulaires. Je pense que c'est peut-être moins vrai du côté de Rémi, et tant mieux pour lui, ou Nouvelliste, par exemple, où la population est peut-être un peu moins hétéroclite. Mais c'est vrai que nous, c'est un enjeu pour nous. Hein, et je pense que c'est aussi à nous d'intéresser les gens qui arrivent dans la région et de leur montrer qu'en fait, on est une aide à l'intégration, on est aussi quelque chose qui peut leur apprendre à ce qui se passe autour de chez eux. Donc voilà, après c'est notre job. Mais effectivement, on a potentiellement, il y a peut-être moins d'attachement, si tu parles de la région de Nyon, que dans d'autres régions du canton ou de Suisse romande. Alors dans le Jura, il y a quelques personnes qui parlent l'anglais, mais c'est surtout des gens qui parlent le patois encore. Le patois anglais ? Le patois jurassien qu'on entend. Oui, mais je partage ton sentiment. Je pense que le centre d'intérêt des jeunes maintenant s'est élargi par rapport à celui des générations précédentes. Il y a des grands thèmes qui les intéressent certainement davantage que des petits phénomènes locaux qui intéressaient peut-être davantage les jeunes il y a quelques années. Ça n'empêche pas que c'est pas tellement de la faute de ces jeunes qui sont adolescents maintenant ou qui ont dans la vingtaine, c'est la génération de leurs parents que les éditeurs, un peu par leur faute, peut-être que Stéphane Estival ne sera pas d'accord avec moi, on a perdu à cause des journaux gratuits, à cause on s'est moins intéressé, il y a eu toutes sortes d'éléments qui ont fait qu'il y a une partie des gens qui ont maintenant 40, 45 ans, qui sont les parents de ces enfants, qui n'ont plus le journal régional sur la table de la cuisine, alors qu'avant, il y avait toujours le journal régional sur la table de la cuisine. Et c'est là qu'il y a une vraie cassure et qu'il faut aller rechercher, qu'il faut aller essayer de convaincre que payer pour se divertir avec son téléphone, c'est bien, mais de temps en temps, payer pour s'informer, c'est important aussi. Et moi, je le fais au niveau du quotidien jurassien, dans le cadre d'un partenariat avec le lycée cantonal et l'école de commerce, où on intéresse, on rencontre des classes, ils viennent visiter le journal, on leur permet d'écrire, si tant est que ce qu'ils ont fait soit publiable, accompagné par un journaliste. Il y a un programme qu'on a mis en place depuis 1 année et demie maintenant, et je vois que des jeunes, d'abord, ils comprennent ce que c'est que le métier, ils comprennent les exigences du métier, qu'on ne se met pas, c'est pas une dissertation, ça ne s'installe pas une table pour écrire, mais on rencontre des gens, on vérifie, on synthétise, on hiérarchise, etc. Je ne vais pas vous expliquer le métier, mais ça les rapproche du métier. Et je crois que, alors ça sera dur, mais peut-être qu'on va réussir à reconvaincre ces enfants de cette génération perdue. Il faudra aussi aller les chercher là où ils sont, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, parce qu'ils n'écoutent plus la radio, ils ne regardent plus la télévision, ils ne lisent plus les journaux. J'ai 2 enfants, je veux dire, c'est pas souvent qu'ils ouvrent le quotidien jurassien, même si c'est les enfants du rédacteur en chef, parce qu'ils sont dans un autre environnement. Et il faut admettre cela. Et il faut aussi donner la possibilité aux acteurs, aux journaux, d'avoir des moyens d'aller sur les réseaux sociaux. Moi, je rêve d'avoir les moyens de la RTS pour aller parler aux jeunes jurassiens sur Instagram, par exemple. Les moyens de la RTS diminuent. Mais si j'en avais que le 10e, je serais content. Alors là, oui, pour essayer Stéphane de répondre à Estival. ta question très, très, très rapidement. Donc, effectivement, sur la partie diffusion, les courbes vont se croiser. En revanche, sur la partie revenus publicitaires, les courbes vont jamais se croiser. Parce que les revenus publicitaires digitaux baissent même, et les revenus publicitaires print baissent aussi. Donc il n'y a pas de relais de croissance ou de revenus à travers les revenus publicitaires digitaux. No way, ça c'est impossible. Même nous qui étions assez bons sur les revenus digitaux, que ce soit sur les marchés locaux ou nationaux, on baisse depuis 4 ans. Donc il faut absolument qu'on maintienne notre valeur ajoutée, c'est les marchés, c'est d'adresser les marchés locaux. Alors chaque groupe a sa stratégie. Nous, on a une stratégie
j'allais dire, plurimédia, c'est-à-dire que pour renforcer le papier, et pour continuer à donner de la valeur au papier, il faut qu'on soit en capacité d'aller voir les annonceurs avec d'autres offres, d'autres produits, donc d'où des rapprochements avec Rhône FM en Valais, d'où l'investissement dans l'affichage, pour dire, voilà, demain, si on veut continuer à traiter le marché publicitaire local, il faut le traiter avec une offre, voilà. Et on revient à ce que disait Étienne Journoux, c'est que il faut bien savoir quel est notre métier. Et je pense que on est tous ici des représentants de gens qui sommes avant tout des éditeurs. Et nous, on a une stratégie qui est focusée, qui est concentrée sur la défense de nos produits d'édition. Et on a une diversification qui se fait en relation avec ça. Philippe Amédro, vous voulez réagir? Oui, par rapport à la loi sur la Poste, je suis tout à fait d'accord avec Stéphane, mais je dirais quand même que même si on augmentait sensiblement le soutien de l'aide indirecte, c'est la seule aide véritablement indirecte qui existe pour la presse écrite imprimée, il faudrait encore que la Poste distribue les journaux le matin. Or, moi, très franchement, je me suis désabonné à mes journaux papier parce que les recevoir quand je rentre de l'université à 18h, ça ne m'intéresse pas. Donc, la version digitale s'impose. Mais ça, c'est quand même un autre problème. Il y a les fermetures des postes, tout le monde s'en plaint, etc. Mais c'est tout le système postal suisse qui se dérègle. Donc, le problème de la dérégulation doit nous interpeller aussi par rapport à d'autres éléments de l'économie suisse. Juste une observation par rapport à la presse. On parle d'un débat entre aide directe, aide indirecte. Monsieur Journoux nous a bien fait comprendre que ce n'était pas la bonne solution. Or, la réflexion sur les aides, elle est aujourd'hui plus au niveau de la Confédération, c'est les cantons. Moi, je rappellerai quand même que le canton de Vaud est plutôt pionnier, à côté du canton de Berne, qui avait aussi eu la même réflexion. Il y a les banques cantonales qui commencent à réagir en se disant que peut-être quand même un journal régional cantonal, c'est utile, même pour leur développement de leur propre business. Donc, la question du core business d'un journal imprimé s'inscrit aussi dans un contexte régional qu'il faut redéfinir. Et là, je crois qu'il faut être créatif. Moi, je suis en faveur de ce que j'appellerais de nouvelles formes d'alliances, de partenariats. Ça existe déjà au niveau publicitaire. Il suffit d'aller sur la Fondation statistique suisse pour la publicité ou sur la REMP, où on voit l'ensemble, au fond, des accords qui existent sur le plan de la publicité pour être plus fort, nombreux. Mais pourquoi on ne serait pas plus fort, nombreux, avec des titres certes indépendants les uns des autres, mais qui, sur le plan rédactionnel, continuent d'accroître au fond leurs échanges. Je prends une question en ligne, question d'Émilie Pralon. À nouveau ici, est-ce qu'on demande au lectorat ce qu'il a envie, besoin de lire? Elle n'est pas destinée à une personne en particulier. Qui souhaiterait répondre à cette question d'Émilie Pralon? À nouveau ici, est-ce qu'on demande au lectorat ce qu'il a envie? Donc on parle papier numérique. De notre point de vue, si on a lancé l'aventure 7, c'était parce qu'on pensait bien qu'il y avait un besoin. Sinon, on ne se serait pas lancé. Et on voit quand même que ça répond. On fait des articles qui, à la lecture, c'est entre 30 minutes et 12h30, quoi. Alors on est à la limite du livre, à la limite de la nouvelle, etc. Mais il y a un réel besoin. Mais c'est clair, je rejoins tous mes préopinants. L'âge moyen de nos lecteurs, il est quand même de 50 ans et plus aussi sur ce créneau-là. Il y a un besoin, mais pour ces gens-là, maintenant, c'est d'aller chercher justement les autres, quoi, ceux qui viennent ensuite. Mais oui, bon, ça laisse quelques décennies de lecture, entre 50 et l'espérance de vie qui ne cesse de monter en Suisse. Je me promène avec le micro et je l'amène tout de suite à Grégoire Nappet. Oui, merci, bonjour. Une petite remarque et une question. Il y a 13-14 ans, je travaillais pour Edipresse qui devenait un média. Et puis on montait le Newsnet qui était la rédaction en ligne marque blanche pour desservir les différents titres en termes d'actualité. Et on le faisait en disant il n'y aura plus de papier dans 5 ans. Et puis en plus de ça, le web va récupérer toute la pub, donc il faut mettre la puissance éditoriale là-dessus. Et à l'époque c'était gratuit, il n'y avait pas les paywalls. Résultat, le papier est toujours là, et puis la pub, c'était faux puisqu'elle est partie encore ailleurs. Ça, c'était pour l'anecdote et peut-être aussi une leçon d'humilité par rapport à ce qu'on peut augurer aujourd'hui de ce qu'est l'avenir. Et puis ma question, en lien avec différentes choses que j'ai entendues, que ce soit les différentes générations à attraper ou à rattraper, que ce soit la question de l'heure de distribution, il y a un mot qui n'a pas été prononcé au regard du papier, un mot galvaudé et qu'on a
accroche toujours au numérique, c'est innovation. Est-il possible d'innover dans le papier, que ce soit dans son rythme, que ce soit dans son contenu, de s'adapter aux circonstances et peut-être là d'aller saisir de nouveaux marchés? Je vais me permettre de répondre. C'est l'exemple justement, c'est ce que nous on a choisi finalement avec cette MOOC, c'est un trimestriel. On a fait des essais avec des mensuels. Pendant une année, on a testé le mensuel. On s'est rendu compte que nos lecteurs nous revenaient en disant on n'a pas le temps de lire. Le suivant est déjà là, donc les journaux s'accumulent. On est passé à un trimestriel. On a réduit aussi la pagination, ce qui permet un temps de lecture qui est adapté aux produits qu'on propose. Maintenant, sur l'innovation, moi, je vous rejoins. Nous, on a lancé, on en parlera tout à l'heure, une application de réalité augmentée. Aujourd'hui, tous nos récits sont proposés à nos abonnés en audio. Ils peuvent écouter les récits au lieu de les lire. Et ça, c'est fortement apprécié. Donc oui, je pense que c'est indéniable. On doit innover pour justement continuer à montrer que le papier est toujours... va rester et doit rester et un support aussi pour de nouvelles innovations. Sur ce sujet des innovations papier, je me souviens, il y a quelques années, Ikea avait ouvert un énorme rayon de papeterie. On s'est dit, mais tiens, il y a des gens qui aiment l'objet papier pour écrire des cartes, etc. Est-ce que des innovations dans le domaine du papier, qui d'autre pour s'exprimer là-dessus, des produits de presse en papier, si ce n'est pas des MOOC, on a entendu Michel Jeanneret l'illustrer. Est-ce qu'aujourd'hui un magazine, est-ce que finalement on aime lire l'illustré sur le numérique, ou est-ce qu'un picture magazine, ça doit rester de l'imprimer, peut-être? Alors, je suis plus rédacteur en chef de l'illustré quand même, hein, mais voilà. Non, je pense, on a fait beaucoup d'essais à l'époque. Je l'ai été pendant 10 ans, jusqu'à il y a 4 ans. On a fait évidemment beaucoup d'essais sur le plan numérique. C'est extrêmement difficile parce que le contenant est tout aussi important que le contenu. Dans un cadre comme l'illustré, effectivement, la photographie qui est au cœur de la mission de l'illustré, elle ne s'exprime évidemment pas, surtout quand on sait qu'il y a à peu près 80% de consommation numérique qui se fait sur smartphone. On n'est plus en train de parler de tablette, on n'est pas en train de parler du desktop, on parle du smartphone. Et il est évident que l'expérience utilisateur est très différente sur le numérique. Et donc l'illustré sera toujours un produit imprimé, qui est d'ailleurs en passe d'être aussi distribué par Blick, en l'occurrence, puisqu'on fait partie du même groupe de presse. Mais toutes les initiatives qu'on a fait sur le numérique, générer de l'abonnement, c'était quasi impossible. Ou alors du e-paper, mais c'est quelque chose qui est resté quand même très marginal. Mais en matière, je ne sais pas si c'est de l'innovation, mais la question de la fréquence de parution, une question qui va se poser à l'avenir, qui se pose tous les jours et qu'on challenge tous les jours sur le plan économique pour voir qu'est-ce que ça donne si on modifie la fréquence de parution. Jusqu'à présent, je pense qu'on n'a pas trouvé de bonnes réponses qui amélioreraient la situation. Donc il y a la question de la fréquence de parution. Tout à l'heure, Michel le disait, il y a la création on va chercher de nouveaux segments. On parlait de l'environnement et les seniors, c'est ça, hein, les seniors. Et le développement durable. Et ça, on fait ça avec du papier, avec des magazines trimestriels. Donc voilà, c'est vraiment sur le contenu qu'on travaille, sur des segments qu'on veut adresser. Et comme aussi le disait Michel, on les adresse avec du papier et avec du digital. Il y a peut-être aussi une presse qui, a priori, on n'en a pas vraiment parlé, c'est la micro-locale. Hein, je crois qu'il y a Cédric Jotran, président de Vaud Presse, qui est là. Et il y a une diversité incroyable de petits journaux, rien que dans le canton de Vaud. Donc une partie, il n'y a absolument aucun, qui n'a pas les moyens, ni l'envie, ni l'ambition de se développer sur le numérique et qui vit par le papier. Et qui, alors, ils connaissent aussi des problèmes, mais je vois mal ces tout petits publications devenir numériques. Elles ont leur public, mais c'est aussi des sujets qui doivent être faits sur papier, en fait. Je ne vois pas tellement d'alternatives.
On a l'impression quand on entre dans des kiosques qui diffusent encore des journaux, des magazines, qu'effectivement, sans cesse, il y a des nouveaux magazines en langue française thématiques. Est-ce que Philippe Amedro, en tant qu'observateur, professeur au Media Lab de l'Université de Genève, observateur des médias, est-ce que ce sont des tentatives éphémères? Est-ce que pour le magazine thématique, qu'il soit mensuel, hebdomadaire, trimestriel, dans le domaine de l'histoire, de la cuisine, du yoga, finalement, les applications de cuisine n'ont pas tué les magazines de cuisine en kiosque? Comment ça se fait? Bon, il y a de toute manière encore une grande diversité de contenus papier qu'on trouve à disposition effectivement dans les papeteries, kiosques spécialisés, sauf que comme le relevait mon ami Patrick Leflotte, qui est professeur à l'Université de Rennes, puis qui a beaucoup développé sur la presse régionale, on a le problème très simple, c'est la distribution des circuits, la fin du circuit de distribution de la presse papier en France, qui a été divisé par 3 en moins de 20 ans. Et je pense que c'est aussi un des problèmes en Suisse romande, la distribution en kiosque du journal papier ou de toutes les autres formes de support papier, c'est un des problèmes. Alors peut-être cette info, tout comme à l'image de Heidi News, qui produit à l'issue de ses enquêtes quelques fois par année, je ne sais pas si c'est 3 ou 4 exemplaires, une sorte de best-of de son travail. Là, il y a probablement une petite niche, mais c'est une niche de diffusion payante, on est bien d'accord qu'on parle de payant, auprès d'un public qui veut effectivement avoir ce que j'appellerais le meilleur du journalisme, de l'investigation, de l'enquête, sous forme papier. Et qu'on trouve aussi en librairie et du coup dans d'autres lieux de diffusion. Absolument. Je pense que c'est une des réflexions, c'est changer la périodicité pour certains produits papier et aussi se spécialiser dans certains secteurs où il y a un marché. Mais finalement, on en revient toujours à la même chose, c'est qu'un produit doit rencontrer son lectorat. Stéphane Estival, est-ce que le groupe auquel ESH Média développe, justement, se dit pour le papier, vous avez encore une imprimerie, on va créer des magazines thématiques où on ne dépend pas du temps, où c'est pas grave si on ne reçoit pas absolument à un jour près, à une heure près, le journal dans sa boîte aux lettres. Est-ce que c'est ça l'avenir finalement de la presse papier? Non, mais ça rejoint un peu ma remarque tout à l'heure en disant la réflexion sur à la fois la fréquence de parution, ajuster la fréquence de parution pour des raisons économiques, de distribution postale, et continuer à adresser le marché à la fois lecteur et publicitaire. Donc ça, c'est la réflexion qui est constante chez tout le monde. Et puis c'est aussi les magazines pour traiter, pour adresser des segments bien précis. On fait ça. Oui, on fait ça. La question du réseau de distribution, la presse quotidienne en Suisse, la grosse différence avec la presse quotidienne en France, c'est que chez nous, on est à 95% en abonnement. Et c'est ce qui fait la force et la qualité de la presse suisse, avec le fédéralisme et plein de choses que vous connaissez aussi. Donc c'est pas tout à fait le même. C'est pas un problème pour la presse quotidienne. C'est un problème pour la presse magazine. Mais en France, la presse magazine est très forte et la presse quotidienne moins forte. Et en Suisse, selon ma compréhension et mon analyse, c'est l'inverse. Une autre question, commentaire venant de la salle au sujet de cette thématique? Si ce n'est pas le cas, alors je précise que certains d'entre vous sont venus avec leur journal papier du jour. On a la côte, c'est ça, à la sortie ou à l'entrée. Donc ne repartez pas sans votre exemplaire papier de la côte. Je crois que personne d'autre n'est venu avec. Hein, non. Ah, il y a quelques quotidiens jurassiens. Là aussi, effectivement, des nouvelles du... Tout frais de ce matin. Voilà, je remercie beaucoup nos panélistes. On peut les applaudir.